Merci d'être au rendez-vous. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le 7e art. Bienvenue dans le cadre. Pour en parler, nous recevons l'historien Hamzat Boukari Yabara et également l'acteur Jean-Claude Mwaka. Pouvez-vous éventuellement vous présenter ? Oui, bonjour, donc Hamzat Boukari Yabara, historien. Je travaille sur le panafricanisme, donc je m'intéresse aux cultures populaires africaines afrodescendantes, également à l'histoire des relations internationales et aux différents mouvements de libération. Et le cinéma, le 7e art, fait partie justement de cette histoire des résistances panafricaines. Et moi, donc Jean-Claude Mwaka, comédien et passionné par le panafricanisme et j'aimerais beaucoup mettre mon art en avant pour pouvoir développer, parler de la communauté noire. Je pense que c'est très important pour moi. Je pense que c'est même mon idéal, mon goal. Mais globalement, est-ce qu'on peut considérer que le cinéma, c'est le domaine artistique où on a vraiment une influence majeure sur la société, selon vous ? Majeure, je sais pas. Mais en tout cas, moi, personnellement, je pense qu'elle est influente. Et je pense que c'est ce qui m'a poussé aussi à rentrer dans ce milieu-là, parce que j'ai toujours voulu m'exprimer, inconsciemment. C'est venu un peu tard, de manière professionnelle. Mais je pense que c'est un moyen très, très, très important pour pouvoir communiquer, influencer, expliquer autour de sujets comme le panafricanisme ou autre. Je pense que c'est... Je sais pas ce que vous en pensez, professeur. Là, c'est dans le bêtisier. Non, en fait, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que le cinéma, c'est des images et des sons. Donc c'est très simple, il n'y a pas besoin de savoir lire, il n'y a pas besoin, enfin, faut juste ouvrir les yeux, écouter, se laisser porter par l'image. Puis surtout, il y a la question de la mise en scène derrière, parce que le cinéma, c'est un peu de la magie, on peut vraiment faire beaucoup de choses à faire. Exactement. Et donc du coup, ça touche énormément. Je pense que les enfants sont émerveillés quand ils voient du cinéma d'animation, quand ils voient du cinéma. Donc il y a quelque chose de très fort et ça rentre aussi, comment dire, enfin c'est l'art de propagande par excellence. Quoi. Ah ouais. Donc, si on veut faire de la propagande, on fait du cinéma, enfin du film de manière générale. Donc forcément tout ce qui passe par ce canal-là, c'est pour ça qu'il y a des clips, c'est pour ça qu'il y a toute cette industrie de l'image qui permet en 4-5 minutes de raconter une histoire, même si la chanson est très mauvaise, on voit le clip, on fait waouh. Très facile d'accès. Exactement. Très facile d'accès. C'est vrai que on influence beaucoup les jeunes à lire, mais c'est vrai que l'image et le son, c'est la chose la plus accessible. T'allumes la télé, aujourd'hui les smartphones. Tu veux donner une opinion, tu veux, comme il a dit, faire propagande autour d'un sujet, d'un produit. L'image et le son, c'est pour ça que du coup, je pense qu'il y a peut-être pas plus fort, hein. En tout cas de manière mainstream, pour pouvoir toucher un maximum de personnes, l'image et le son peut être la plus efficace. D'où l'intérêt peut-être justement d'avoir un positionnement, je pense à toutes les échelles dans cette industrie-là. Hein. Oui, en tant que producteur, réalisateur, acteur. D'ailleurs, si je vous pose la question, la première fois que vous avez vu des pharaons noirs, c'était où ? Moi, c'est Michael Jackson. Remember the Time dans le clip. Et pourquoi ? Pourquoi justement c'est dans ce clip-là ? Après, je sais pas pourquoi. Je sais que le réalisateur c'est John Singleton qui a toujours été un pro-black, pro autour de la communauté noire par rapport à ses films. Son premier film, Boys in the Hood, qui a marché de manière mondiale. Michael Jackson aussi, qui était, les gens ne le savent pas, mais il était très porté sur la communauté noire. Et le fait que les deux, au niveau auquel était Michael Jackson, ont pu proposer ce sujet-là, c'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. Parce que Michael Jackson, il bossait beaucoup avec de grands réalisateurs. Il a bossé avec Martin Scorsese, il a bossé avec John Landis. Mais il a appelé John Singleton pour raconter l'histoire des pharaons selon lui, selon notre vérité, comme quoi ils étaient noirs. Moi, c'est ma première expérience avec des pharaons noirs. Effectivement, il y a des réalisations qui nécessitent d'avoir un réalisateur de la communauté. Ouais.
Quand il y a le film sur Malcolm X, c'est évident qu'il faut que ce soit Spike Lee. Ça peut pas être Steven Spielberg. Donc là aussi, je pense qu'il y a il y a des jonctions qui se font. Il y a des personnages historiques qui rencontrent leur fiction, leur vulgarisation par ce biais-là. Et la question effectivement de faire jouer des rôles historiques par des personnes qui sont pas, on va dire, issues de la communauté du rôle auquel elles sont attribuées, tout ça. Là, je pense que ça relève d'autres enjeux, des enjeux de représentation, des enjeux de vérité historique ou des enjeux d'interprétation. Donc, pour moi, tout peut se justifier d'une certaine manière, mais ça pose aussi la question de la première fois qu'on a vu peut-être des héros noirs au cinéma, y compris au cinéma français. Voilà pourquoi des figures dont on sait qu'elles sont d'origine africaine vont être blanchies. Donc ça pose effectivement un certain nombre de questions sur la manière dont le cinéma produit aussi du lavage de cerveau et participe aussi des formes d'impérialisme culturel dans ce contexte-là. Tu faisais référence à un personnage historique particulier ? Je pense à des films dans lesquels des personnages comme Alexandre Dumas sont, enfin leur origine noire est effacée. Le film avec Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde. Gérard Depardieu joue Alexandre Dumas. Voilà. C'est très grave. C'est très très grave. Mais les gens ne savent pas. Tu vas voir les gens dans la rue, tu leur poses la question, les gens pour eux, Alexandre Dumas, La Dame aux Camélias, Les Trois Mousquetaires, c'est un blanc qui a écrit ça. Aujourd'hui, tous les 10 ans, on a un film sur les Trois Mousquetaires qui sort. Et qui fait des cartons, là, le dernier, là, qui est sorti au cinéma. Les gens savent très bien que c'est Alexandre Dumas, mais va leur dire qu'il a du sang noir, les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu me racontes, là? Oui, alors que ça fait partie aussi de l'histoire du personnage. On peut pas comprendre le personnage si on sait pas qui il était réellement. Donc, du coup, Justement, est-ce que là, c'est pas notre responsabilité, justement, d'occuper ces postes-là pour pouvoir raconter par nous-mêmes? Est-ce qu'on aurait justement besoin de se plaindre si on le faisait nous-mêmes? Aux États-Unis, ils font eux-mêmes, c'est-à-dire que eux, ils ont connu la ségrégation, donc ils ont développé leur propre système parallèle, ils ont leur propre mécanisme de récompense, de production, de réalisation. Nous, dans le cas de la France, je pense que c'est un peu plus compliqué. Peut-être que tu pourras mieux en parler que moi, parce que je pense que c'est beaucoup plus verrouillé et contrôlé. Il y a très très peu de films, voire aucun, qui sortent depuis la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique, etc. Parce qu'il y a vraiment un contrôle de l'image. Il y a des contestations ou des formes de racisme qui sont cachées ou proprement ouvertes. Parce qu'on touche vraiment à un domaine de l'imaginaire et surtout de la représentation d'un pays. Et je pense que tant que la France n'arrive pas à se représenter visuellement et cinématographiquement différemment, ça sera difficile d'arriver à ce genre de situation. Non, mais il a tout dit. Le fait que les Américains aient pu gérer leur propre circuit de production, de réalisation, dans tout ce qui est domaine artistique pour réaliser un film. Nous, on a encore cette problématique-là. On n'a pas encore ce pouvoir de l'argent dans le cinéma. C'est-à-dire que quand un producteur antillais, africain, d'origine africaine, essaye de monter un dossier pour pouvoir monter un film, il va passer par les circuits communs qui vont vouloir ou non produire ce genre de film. Et on sait que c'est très, 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 très rare. Il n'y en a pas beaucoup de films dernièrement qui ont été produits, réalisés par des hommes noirs ici en France. Donc oui, faut le faire soi-même, mais il y a toujours cette vérité de l'argent. Et puis de la reconnaissance. Si on prend une réalisatrice comme Zan Palcy, elle a tourné avec les plus grands, elle est au niveau des Oscars, mais elle est quasiment inconnue. On demande à quelqu'un, est-ce que vous connaissez Zan Palcy? N'est-ce pas? J'ai cru comprendre que c'était même la première réalisatrice noire aux USA, je crois, même de mémoire. Zan Palcy. C'est probable, oui, c'est probable, c'est fort probable. Mais il faut préciser qu'elle n'est pas américaine, elle est martiniquaise. Moi, ce qui me paraît aussi intéressant comme sujet, c'est celui de Blade, parce que je crois que c'est Blade qui a relancé un petit peu Marvel. C'est Blade. C'est Blade, c'est même pas un peu, c'est Blade. Ouais, c'est Blade, ouais.
Aucun film de... Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, 98. Ouais, 98. 98. Il est à la production, il est producteur sur le film. Et il arrive à monter ce film de super-héros autour de ce personnage noir. Et en fait, tout ce qui s'est passé par la suite, Spider-Man, 2002, c'est parce qu'on a vu que les super-héros pouvaient vendre et on a commencé avec ce super-héros dans la catégorie Marvel, hein, parce que Batman, c'est encore autre chose. Mais dans la catégorie Marvel, tout ce qu'on peut voir du MCU, s'il n'y a pas Blade, les gens disent que c'est Iron Man de 2008, mais c'est Blade. Oui, ça, c'est sûr qu'on a surtout mis en avant Black Panther, bon, on en parlera peut-être, mais c'est vrai que c'est... parce qu'il y a eu un vrai phénomène autour de ça, moi en tout cas, j'avais jamais vraiment vu ça à l'échelle sociale, quoi. Non, je parle de Black Panther. Là. Ah oui, oui, ça sortit, mais en plus c'est à la bonne époque, il sort à la bonne époque. Il sort à une époque où les réseaux sociaux, on est tous là-dessus, tout le monde essaie de monter des comptes pour parler de son africanisme, pour parler de sa culture. C'est-à-dire que tout le monde, on commence à créer un groupe et puis bim, t'as Black Panther qui arrive et qui est un phénomène. Il semblerait d'ailleurs que dans le numéro 2, ils ont fait passer des messages liés à l'actualité, notamment le pillage des matières premières au Mali, où on voyait l'armée française arrêtée, agenouillée. Quel regard vous portez là-dessus? Ah, j'ai applaudi, moi, dans la salle. Hein. Bon, j'étais le seul, mais j'ai applaudi. Hein. Parce que j'avais compris le message. J'avais compris le message. Et c'est ça qui est bien, c'est que les personnes comme le réalisateur Ryan Coogler s'intéressent. Et on sent qu'il est vraiment, même si Marvel est produit majoritaire, enfin, que c'est Kevin, je sais plus comment il s'appelle, là, le producteur de Marvel qui est blanc, il a quand même pu développer ce film, pouvoir mettre des messages comme ceux-là dans ce film-là, et c'est fort quand même. Non, c'est des messages importants. Je crois que dans le premier, il y avait une référence aussi à Boko Haram. Oui, au début du film, oui. Exactement, et je pense que c'est important que le cinéma puisse aussi porter des messages. Alors, la période Marvel, Black Panther, on peut la relier différemment à toute la période de la Blaxploitation, qui est le cinéma qui équivaut à l'époque au mouvement du Black Power. Et donc, je dirais que pour chaque génération, chaque époque, il faut trouver effectivement un style cinématographique qui peut traduire les colères, les révoltes, les attentes, les espoirs, les illusions. Donc pour moi, Black Panther, ça a joué un rôle très important dans une période où il y a effectivement toute une jeunesse qui veut retrouver son identité africaine, qui rêve d'une Afrique qui brille, qui s'inspire aussi beaucoup des clips des Davido, Wizkid et des autres qui montrent une Afrique parfois un peu bling bling. Mais il faut pas non plus que ça soit juste de l'illusion ou un pansement sur des plaies, quoi. Et c'est ça aussi qui est important. Au-delà d'aller voir ces films, je pense qu'il faut en tirer des leçons et aussi en tirer des vocations. Je crois que la notion de vocation elle est très importante. C'est pour ça que les personnages dans ces films sont tous caractérisés. Ils sont tous très intéressants à étudier du point de vue de leur psychologie. C'est ça aussi qui est très particulier. Bah oui. Killmonger et bah oui, Killmonger, ah ouais, Killmonger, comme il a dit, le personnage que tu as dit, les gens, quand il dit sa dernière phrase à la fin du film, là, les gens, on a applaudi. Nous, on l'avait vu, en plus, à l'époque, c'était au Grand Rex, pendant une manifestation afro, et les gens, ils ont applaudi. C'est vrai que ces personnages-là, la psychologie qu'ils ont autour de ce qu'on ressent, nous, réellement, et ça, Marvel ont été très forts. Parce que les producteurs ne sont pas nécessairement noirs dans le domaine de Marvel, mais voilà, ils ont permis à Ryan de pouvoir vraiment s'exprimer et dire ce qu'il avait sur le cœur, et ça a été fort, je trouve. Ouais, plus ce travail sur des costumes, enfin il y a vraiment quelque chose de très marquant, de très intéressant. Quand je parle de vocation, c'est je pense que quand beaucoup d'enfants vont voir ce genre de film, on a vu comment ça peut les transformer, ça peut leur montrer qu'il y a des possibilités de réaliser des grandes choses. Et c'est en ça que le cinéma est très fort, quoi. Justement, pour moi, l'enjeu, il est là. Pour moi, l'enjeu, il est de dépasser la fiction pour voir comment ça impacte le réel. Je pense que c'est là que c'est marquant d'un point de vue social. Je pense en tout cas. Disons qu'il y a deux choses. C'est-à-dire que le cinéma américain ou afro-américain ou occidental, il parle vraiment de la fiction
Alors que si on prend le cinéma africain, là, on part plutôt du réel. Si on prend des Somben Ousmane, des Medondo, etc., ça part vraiment des réalités concrètes et ça transcende ou transfigure ces réalités dans un cinéma vraiment de dénonciation, de mobilisation, qui est pas un cinéma, je pense, d'évasion comme ça peut être le cas de Black Panther où on imagine un truc un peu utopique, le Wakanda, etc. Et c'est ça, je pense, qui est aussi important à souligner entre un cinéma, je dirais, d'ancrage dans la réalité et un cinéma qui est plus d'évasion ou d'espoir de libération, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est vrai que pour beaucoup, la série Racine là qu'on a sur la table, c'est une sorte de déclencheur. Mais pour ma part, en tout cas, ça n'a pas été ça. Pour moi, par exemple, ça a été Un Prince à New York. Parce que quand tu vois Un Prince à New York, on est certes dans une romance, mais on est quand même dans un imaginaire où on a un prince africain qui est vaillant, qui se bat. Et surtout, on a ce clivage entre le royaume de Zamunda, qui est un royaume prospère, où c'est la politesse absolue, où on est bien élevé, où on est propre. Et quand le gars débarque à New York, et ben là, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse, c'est des insultes, c'est sale. On est vraiment dans toute autre chose. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'en plus, à la fin du film, il repart avec sa femme pour retourner en Afrique. On est vraiment dans le panafricanisme pour moi. Certains vont dire que pour moi, c'est incroyable. Hein. On est en 88 et c'est vrai que l'Africain aux États-Unis, il n'est pas valorisé du tout. Tu les regardes dans les comedy clubs, comment les Américains se moquent des Africains, même dans la rue. Les Nigériens, une grosse communauté nigériane aux États-Unis, ils étaient pas à la mode. Aujourd'hui, tout le monde est là, ouais, les Nigérians et tout. Mais à cette époque-là, quand il sort ce film Eddie Murphy, c'est pour ça que j'ai trouvé ça incroyable. Il était avant-gardiste. Et puis même, ils ont même reproduit le drapeau, la pièce, le billet. Enfin, ils ont été loin quand même dans le truc. Et c'est vraiment... Moi, pour moi, c'est plus ça que Racine qui m'a marqué, vraiment. Moi, personnellement, ça a été les films de Spike Lee. C'est venu un peu tard. C'est quand je suis rentré à la fac. Mais quand j'ai découvert tout The Right Thing, Mon Moteur Blues, Malcolm X, He Got Game, tu vois, She Hate Me. Et l'essence que Spike Lee a mis dans ses films, moi, je savais que je voulais faire du cinéma, mais j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Parce qu'il y a de la dénonciation, tu vois. Toute cette crise sociale dans tous ces films. Jungle Fever, incroyable. C'est tellement ce qu'on vit, nous, en tant que... qu'on est confronté en étant français et africain. Enfin, moi, ça a été... Moi, mon déclic, vraiment, autour de films, comme tu as dit, marquants autour de la communauté. Moi, ça a été les films de Spike Lee. Je suis aussi passé par les telenovelas, tout ce qui venait du Brésil, qui était beaucoup justement autour de l'histoire des quilombos, donc les résistances d'esclaves. Et il y a tout un cinéma brésilien aussi qui est très intéressant, assez peu connu, parce que souvent il est effectivement pas dans les marchés internationaux anglophones, mais qui est assez intéressant quand même. Ah, nous on connaît que La Cité des Dieux. Hein. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça qu'on connaît, nous, du cinéma brésilien. C'est vrai. Mais moi, je me suis posé la question parce que c'est vrai qu'il y a eu le retour avec les tests ADN de beaucoup de Noirs américains en Afrique. On a eu Oprah, on a eu Samuel L. Jackson. Et moi, je me suis posé la question, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire là, justement? Parce que ces gens-là viennent du show business, du milieu cinématographique aux États-Unis, là où c'est le plus fort. Mais est-ce que ces gens-là ne sont pas peut-être en mesure de mettre en place des écoles pilotes? Ouais, c'est ça. Créer un truc qui fait qu'en Afrique, on peut avoir un cinéma qui monte, tout simplement. Samuel L. Jackson, il avait fait une série autour justement de la traite et de l'esclavage, pour laquelle il est reparti, je crois, au Gabon. Je crois que c'est là d'ailleurs qu'il a pris sa nationalité ou son test ADN. Je crois que c'est la série la plus chère de l'histoire parce que ça nécessitait des moyens sous-marins, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de volonté, je dirais, d'aller plus loin en termes de promotion du cinéma africain. Donc je pense qu'on est sur des réseaux différents. Au niveau du continent, on est plus autour du FESPACO ou de quelques autres festivals de cinéma. Et on est, je pense, aussi dans une autre histoire du cinéma africain et du cinéma en Afrique qu'aux États-Unis, quoi. C'est vraiment d'autres cadres et d'autres enjeux, quoi. Et je pense que peut-être que ce qui intéresse le public
africain n'intéresse pas ou ne correspond pas forcément aux attentes du public afro-occidental. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui du point de vue cinéma français? Autour de la communauté, Oui. on a des acteurs. On a Omar Sy. Bon, l'acteur qui vient immédiatement à l'esprit. Ouais, c'est l'acteur qui vient directement à l'esprit, qui cartonne en France, qui a cartonné en France autour d'une comédie française, où il jouait un mec de cité, Intouchable, l'une des plus grandes comédies françaises. Bon, il a fait c'est pas qu'il a... Beaucoup de gens disent il a fait le noir de service dans ce film-là. C'est pas un film où il a incarné un personnage historique comme Chocolat, mais ça a marché. Et la chose dont on parlait tout à l'heure, c'est être bankable, l'industrie. On est dans un milieu où si t'es pas capable de vendre, t'auras pas de projet. Aujourd'hui, Omar Sy, il est ce qu'il est parce qu'il a réussi à faire une comédie qui a rapporté des millions, qui a été même reproduit aux États-Unis dans un remake. Donc Omar Sy, c'est quelqu'un de très important. Et il inspire. Parce que nous, on n'avait pas d'inspiration. Moi, je me vois, là, je me dis, un acteur noir, français, quand je suis petit, j'ai Isaac de Bancoulé. Et encore, faut le connaître, c'est pas comme Omar Sy aujourd'hui. Aujourd'hui, il est pas que bankable en France. Il est bankable à l'international parce que sa série Lupin, dans laquelle je pense qu'il doit être producteur, est top 3 mondial. Ça veut dire que dans tout le catalogue que nous avons sur Netflix, Lupin, série française, est top 3 mondial avec les Squid Game, Casa de Papel et autres. Et c'est Omar Sy qui est en tête d'affiche. Donc c'est important parce qu'aujourd'hui, quand t'es bankable, tu peux du coup créer tes contenus, tu peux arriver devant des producteurs et leur dire « Je veux faire ça, je veux faire Tirailleurs ». Et il l'a fait. Si c'est Omar Sy de 2005, il dit « Je viens de Tirailleurs », ils vont dire « Bon, bah, va tirailler là-bas ». Bah oui. C'est la puissance, qu'on le veuille ou pas, c'est la puissance des vues, c'est la puissance du nombre d'entrées, et c'est important et c'est inspirant pour nous, quoi. Moi, en tant que comédien, c'est inspirant. Mais j'entends ton discours et en même temps, j'entends un discours de l'autre côté de l'océan qui est complètement différent. On a entendu l'affaire Taraji Henson là récemment, qui se plaignait d'avoir un salaire bas. Ouais, d'être sous-payé. Sous-payé, ouais, c'est vrai que c'est... Déjà, le fait que ce soit une femme noire en plus, j'ai pas trop suivi l'affaire, mais c'était quelque chose quand même d'assez grave, parce que Taraji P. Henson, elle est pas là depuis hier, elle est là depuis longtemps, elle a fait des gros cartons, elle a porté des films qui ont bien marché, qui ont été nominés dans des grands festivals comme les Oscars et autres, et l'entendre... Se plaindre d'avoir touché 150 000 $ pour avoir joué dans le film L'incroyable destin de Benjamin Button, ouais, avec 150 000 $, t'achètes peut-être une... bah, surtout elle, parce qu'elle était déjà connue, en fait, à ce moment-là. C'était pas une fille qui sortait du bac à sable. Donc oui, je pense qu'il y a toujours cette problématique où oui, quand t'es noir, c'est plus compliqué de gérer un contrat comparé à une personne qui est à ton niveau, mais qui n'est pas noire. Mais on a quand même des contrastes parce que on a l'affaire de Taraji dont on vient de parler à l'instant, mais on a aussi des personnages comme Tyler Perry qui sont des monstres. Ouais, des mastodontes, ouais. Ouais, vraiment des poids dans cette industrie-là. Oui. Mastodontes, oui. Après, c'est encore une autre problématique parce que lui, il est producteur, réalisateur. Donc, il a une autre approche lorsqu'il commence à monter des projets. Mais aujourd'hui, oui, il a cette liberté, lui, de pouvoir créer, produire et pouvoir vendre des projets. Alors que Taraji P. Henson, elle dépend d'un producteur, elle dépend d'une distribution qui va gérer son contrat. Tyler Perry, c'est encore un autre. Et donc, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pour moi, en tout cas, de ne pas avoir à demander un truc, mais avoir à être souverain dans cette chose-là pour ne pas être dans cette position de faiblesse-là. Oui, mais c'est compliqué. Si t'es que acteur, t'es que interprète, tu dois gérer tes contrats, t'auras jamais cette possibilité de pouvoir... sauf si t'es une personne super bankable, ce qui n'est pas encore Taraji P. Henson, tu vois. Mais à moins qu'elle produise, qu'elle réalise, qu'elle monte, qu'elle écrive... Donc, c'est plus l'enjeu du statut au final, quoi, c'est ça? Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est aussi l'enjeu du statut. Comme on l'a dit tout à l'heure, Omar Sy, je pense pas qu'il a cette problématique. Quand il arrive et avec son agent, il dit « je veux tant », on lui donne tant. Parce qu'il a fait des cartons, comme je t'ai dit, Lupin, top mondial, quoi. Et c'est pas produit par des Américains,
c'est une série française. Donc oui, le statut est important. Et puis il a raison de demander. Il faut demander parce que c'est son image, c'est notre image. Parce que derrière l'image d'Omar Sy, c'est l'image de tous les Noirs aussi quelque part qui est présente. Et je pense qu'il a raison de demander ce qu'il demande. Je pense qu'on est régulièrement sous-payé dans tous les domaines artistiques, alors que c'est souvent nous qui produisons ce qui rapporte le plus. Donc je pense que la question de la rémunération, elle est vraiment importante. Se peut poser la question de la manière dont les artistes noirs, le milieu de la culture noire est ou n'est pas syndiqué. Mais en tout cas, c'est important qu'on ait des personnes comme lui, comme référence, mais que aussi on apprenne peut-être à mieux défendre nos droits dans ce milieu-là, quoi. Oui. Pour rester sur le milieu francophone, je voulais en profiter pour lancer l'Instant Talent. Et là, on va parler d'une maquilleuse qui s'appelle Manzel Flow Makeup. Et ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle est maquilleuse. Elle fait également des clips, de l'événementiel, mais pour être en lien avec le sujet d'aujourd'hui qui est le cinéma, ce qui est intéressant, c'est qu'elle maquille les peaux noires. Et je sais que parfois, dans les studios, ça fait défaut. Donc je voulais qu'on parle un petit peu d'elle. Et elle a, voilà, donc son Instagram, c'est Manzel Flow Makeup. Jetez un coup d'œil, c'est vraiment intéressant. Oui, parce qu'on galère. Hein. Ah, là, vous parlez à quelqu'un qui a galéré. Hein. Ma première télé, je l'ai fait en 2007, je m'en souviens, c'était sur France 2. C'était un jeu télévisé. Et la première fois que j'apparais donc devant une maquilleuse, qui avait de la bouteille, hein, c'était une vieille dame et tout, elle m'a maquillé. J'ai regardé le miroir, j'étais gris. J'étais plus noir, j'étais gris. Et je me suis dit, c'est peut-être la couleur qu'il faut avoir pour passer à la télé. Peut-être que tous les autres acteurs noirs, ils sont gris. Et puis quand tu passes à la télé, il y a un filtre et tu deviens noir. Mais c'est très grave. Ça s'est démocratisé il y a quelques temps, peut-être une quinzaine d'années. Mais à un moment donné, c'était compliqué. Aujourd'hui, même pour la coiffure. Moi, j'ai été sur des plateaux où j'ai joué des personnages importants, où on n'était pas capable de me faire une coupe adéquate. On m'a raté, où j'ai dû me couper moi-même. C'est très grave, très très grave. Parce que dans la tête des chefs coiffeurs ou de la production, ils n'ont pas cette réflexion de se dire que nous avons un acteur noir, nous avons une actrice noire, elle a une teinture elle a un cuir chevelu différent. Donc il y a des besoins voilà, bien spécifiques. Voilà, donc c'est même pas méchant, c'est même pas prémédité. C'est juste que c'est des personnes qui sont pas curieux. Voilà. Pour moi, c'est un manque de curiosité, c'est un manque de voilà, c'est grave en fait pour moi. Et il y en a beaucoup qui en souffrent. Moi, je sais que j'ai des collègues comédiens qui viennent lorsqu'ils ont sur des gros rôles en plus, hein, qui viennent raser. Ou qui viennent que s'il y a tel coiffeur, je viens avec mon coiffeur parce que sinon si je vais là-bas, Donc oui, c'est une problématique. Donc des personnes comme Manzel, on leur donne la force et on espère qu'il y aura d'autres personnes ou même qu'on puisse juste être traité comme les autres. Parce que les gens vont dire qu'on est encore dans un domaine de victimisation, mais non. On est dans un milieu professionnel et les gens doivent savoir gérer les protagonistes du projet. Bah écoutez, je pense que ce sera le mot de la fin. Donc merci à Hamzat de nous avoir fait part de ces analyses. Jean-Claude, toi, tu es en plein dans le métier, donc c'est toujours très intéressant de l'avoir de l'intérieur. Hamzat, ton actualité? Alors, mon actualité sur le mois de mars, j'ai une série de conférences qui est prévue et probablement également un déplacement en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, où je vais notamment retrouver un grand réalisateur de là-bas, Flora Gomez, qui travaille notamment sur un film autour de Amilcar Cabral. Si vous voulez profiter un peu des lumières de Hamzat Boukari Yabara, je vous invite à lire ce livre-là, Africa Unite. On a également un deuxième livre qui, je pense, mérite l'intérêt, c'est celui-ci. Une histoire de la France-Afrique, l'empire qui ne voulait pas mourir. Jean-Claude, ton actualité, si tu peux nous en parler un petit peu. Écoute, mon actualité, actuellement, je suis au théâtre, moi. Je joue dans une comédie humoristique qui s'appelle Tout va bien se passer, à la Comédie Saint-Martin, d'Alil Vardar, auteur à succès
en région parisienne. Et puis les tournages, hein, là on a tourné la saison 2 d'En Place, qui sortira dans les prochains mois à venir. Et encore d'autres projets qui vont sortir pour France 2, le cinéma, donc voilà, faut rester connecté. En place, c'est sur Netflix, hein, c'est ça. En place, c'est sur Netflix. D'accord. Et ensuite, il y a un film que j'ai tourné pour France 2, qui s'appelle La vie des autres, autour de l'affaire Flactif. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire. Donc, j'incarne un père de famille qui a été assassiné dans la vraie vie, lui, sa femme et ses enfants. Et donc, du coup, on va tourner un film qui s'est inspiré de cette histoire-là, qui sortira donc prochainement au cinéma. Donc, premier rôle, enfin, à la télé, donc premier rôle. Et non, ça va être une belle année avec plusieurs sorties ciné, puis le théâtre et les réseaux aussi, sur Instagram, Jean-Claude Mancal. Merci en tout cas de nous avoir fait part de vos contributions. Merci à vous, merci pour l'invitation. Merci.